Par contre, il y a des endroits, tous les bords de rivière, par exemple, faut leur lâcher la grappe aux bords de rivière. On arrête de mettre des routes et des parkings le long des rivières. Toutes ces berges qui sont des endroits incroyables pour les écosystèmes. Bienvenue sur Daily Green, le podcast dédié à la nature en ville. Je m'appelle Hicham Ndakla et toutes les 2 semaines, je vous invite à parcourir la ville et partager un moment avec celles et ceux qui font de nos villes des lieux plus vivants, plus verts, sensibles à la santé et à la cohésion sociale. Bienvenue sur Daily Green. Bonjour Romaric, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Daily Green. Comment vous allez? Eh ben, bonjour Hicham, ça va très très bien. Dès qu'on parle de nature, je suis en forme. J'aimerais vous demander de commencer déjà par vous présenter librement. Alors, la liberté, je sais pas si elle a un prix, mais elle a une durée, librement et en combien de temps? Je vous laisse, il y a pas de ces cartes blanches, je me permettrai de demander des précisions si besoin. Alors pour me présenter, je m'appelle Romaric Perrochot et les noms qui finissent en EAU à 3 syllabes sont souvent vendéens, c'est le cas pour moi. Mes grands-parents, enfin toute ma famille est vendéenne et mes grands-parents étaient des agriculteurs, polyculteurs élevage, j'allais dire très classiques, voilà, post-Seconde Guerre mondiale en Vendée. Et je pense c'était de bons agriculteurs au sens, ils avaient de très belles plantes, de très beaux animaux, dont ils s'occupaient beaucoup et je crois que je suis devenu fan des jardins en passant des vacances chez eux et en regardant leur potager qui était, une sorte de corne d'abondance permanente. Ça débordait de framboises, ça débordait de cassis, il y avait des asperges, voilà, ça dure 15 jours mais autant qu'on en voulait et le lieu-dit même s'appelle le cerisier parce que c'est une terre extrêmement fertile pour les cerisiers. Donc on montait dans les fourches du tracteur, on restait les journées entières à remplir des cajots de cerises. Donc on en ramassait plusieurs centaines de kilos et après il fallait les manger, ce qui pouvait être douloureux pour l'intestin. Et, et ce qui fait que j'ai cette image de la nature et des jardins qu'on cultive, de voilà de la grande générosité de la nature. Et enfin, on en reparlera tout à l'heure, j'imagine, mais ça me guide vraiment dans ce que je fais aujourd'hui. Voilà, la nature, c'est pas une contrainte, c'est pas quelque chose pour lequel il faut se retenir, c'est pas, au contraire, c'est vraiment la fête et l'abondance. Et puis après ça, mes parents sont venus travailler à Nantes et j'ai fait ma scolarité à Nantes. Et je voulais plutôt travailler dans les parcs nationaux, donc j'ai fait maths sup bio, on appelle ça, et après l'école des eaux et forêts à Nancy, avec une formation spécifique en écologie et en biodiversité. Et donc j'ai fait des options pour travailler dans les parcs nationaux. Et puis à la fin, il y avait une option vraiment, voilà, un peu au choix. Et j'ai pris une option relative aux arbres dans les villes en me disant, allez, je vais changer pour avoir une autre corde complètement à mon arc. Je vais travailler autre chose complètement. Et puis j'ai fait mon stage dans le cadre des arbres hors forêt à côté de Quimper pour le service espace vert de Quimper, un parc qui allait être racheté par la ville de Quimper, un parc qu'un vieux philanthrope millionnaire avait cédé à une école agricole. Assez drôle, hein, la personne était devenue millionnaire parce qu'il avait inventé le bouton à 4 trous. Donc quand le bouton avait 2 trous, il s'arrachait facilement et donc il s'est dit: «Mais ce serait plus solide s'il avait 4 trous». Il a eu un monopole mondial sur le bouton à 4 trous et au fin fond de la Bretagne, il a légué tout son argent il a légué son manoir, son argent pour faire une école. Et puis, 100 ans après, l'école avait du mal à se payer l'entretien du manoir, enfin du manoir Soleil, mais du parc autour du manoir. La ville de Quimper le récupérait et donc j'étais à la fois comme dans un parc national perdu dans la nature et en même temps je travaillais pour ce qu'allait être un parc, périurbain, on va dire ça comme ça. Et puis le virus de l'urbain m'a pris parce qu'en fait, je croyais que j'aimais pas trop les gens, mais si, j'aimais bien les gens. Et surtout j'aime bien les voir quand ils s'étonnent, quand ils s'extasient, quand ils trouvent ça génial. Donc j'avais envie de le partager, ce qu'on partage quand même moins dans un parc national. Et le réseau aussi, hein, c'est le directeur des espaces verts de Quimper, mon maître de stage. Et donc je le suivais dans ses réunions avec les autres directeurs de services espaces verts et ça nous a fait rencontrer notamment celui de Rennes. Et après j'ai travaillé au service espaces verts de Rennes, sur la gestion des arbres et du très long terme, c'est-à-dire quand on crée un nouveau morceau de ville, ce qu'on appelle une ZAC, comment on accompagne, cette ZAC pour qu'elle intègre au mieux la nature, les arbres. Et puis, voilà, de fil en aiguille, je suis devenu responsable, enfin, j'ai postulé à Nantes, pour pouvoir être directeur du jardin botanique de Nantes. Et là, après le jardin botanique de Nantes, mon directeur avec lequel j'ai pris énormément de plaisir, avec lequel j'ai bien travaillé, est parti à la retraite et du coup, j'ai pris la suite et je suis devenu directeur des espaces verts de la ville de Nantes et de Nantes Métropole. Est-ce qu'il y a, si on revient un peu en arrière, est-ce qu'il y a un moment clé,
qui fait que vous vous êtes dit, «C'est, dans la nature en ville que j'ai envie de m'investir»? Je m'étais jamais posé la question, alors ça va l'introspection va peut-être prendre un peu de temps. Hem, il y a vraiment cette idée déjà de jardin de chez mes grands-parents que je vois qui m'ont donné envie d'être dessus et après je pense que c'est ce stage à Quimper là, ça s'appelle Carbernaise, le long de l'Odet, vraiment à la fois dans ouais, dans ce que je rêvais, c'est-à-dire être tout seul au milieu de la nature, tout ça et en même temps de se dire qu'on allait le transformer en un parc où il y avait vraiment des gens qui allaient profiter de cette chance. Du coup, je pense que c'est vraiment Le c'était 6 mois déclic, dans ouais. Mmh. dans ce manoir un peu fantomatique où je passais le week-end, avec les volets qui claquaient, tout ça là, où, voilà, une maturation de 6 mois, on va dire, je me suis dit: «Ouais, non, c'est ça qui me fait vraiment triper, en fait». D'accord. Aujourd'hui, donc vous êtes, jardinier en chef de la ville de Nantes. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est jardinier. Comment vous pouvez l'expliquer? Quelle est la définition que vous y donnez? Sur le mot de jardin, de jardinier ou de jardinier en chef? En fait, un peu tout ça, tout, le champ lexical. À la fois, on est à la ville de Nantes, donc évidemment extrêmement urbain, hein, l'agglo, c'est 600 000 habitants, la ville elle-même, c'est 300 000. Donc à la fois, à la fois, c'est très dense, on va pas se raconter d'histoire, enfin, c'est dense, on va pas se raconter d'histoire et c'est des très grandes surfaces. On a 1 200 hectares d'espace vert, donc c'est un quart de la ville qui est en espace vert, donc c'est des surfaces considérables. Mais en fait, à chaque fois, l'organisation du travail, comme dans tous les services espace vert en France, est sous-divisée et donc en fait, on a un puzzle de 25 pièces. Chaque pièce est constituée d'une équipe et chaque équipe, en fin de compte, gère, ils sont plutôt c'est bien réparti à Nantes, c'est l'histoire qui fait ça. Chaque équipe de 25 a en gros un cimetière à gérer, 3 cours d'école, 2 terrains de foot, un grand parc, allez, on va dire, s s 4 jardins et 3 squares, quoi, en moyenne, voilà. Et ce qui fait que quand on est à l'échelle vraiment d'une équipe de jardiniers, on a vraiment le même boulot que dans une petite commune, voire alors peut-être pas tout à fait chez soi, mais pas loin, c'est-à-dire que l'équipe va se déployer je sais pas, la surface enfin la distance maximale faite par une équipe de jardiniers pour accéder à ces sites, c'est 1 kilomètre, quoi. C'est vraiment, tout est accessible, à pied, j'allais dire. Alors quand il faut trimballer une tondeuse, on se mécanise un tout petit peu, on la met sur un camion pour faire le kilomètre, si c'est un peu plus pratique, si elle est grosse, hein. Mais donc du coup, c'est vraiment des jardins de proximité entretenus par des équipes chez nous, tout est fait en régie, hein, 99 du travail est fait en régie. On est 520 personnes à entretenir ces jardins et donc c'est une sorte de fourmilière, j'allais dire, de plein de micro-fermes et dans chaque micro-ferme, les jardiniers entretiennent vraiment les jardins juste à côté de chez eux, quoi. Donc ils connaissent, les jardins par cœur, les plantes dedans par cœur, les conditions climatiques, c'est la façade qui est toujours au vent, l'endroit qui est toujours à l'ombre, mais aussi, j'allais dire comme dans un jardin individuel, quasiment on connaît ses enfants et on se dit: «Oh là là, celui-là quand il va prendre le ballon de basket, il va me casser les pieds de tomates». Là, un peu de la même façon, ils connaissent la grand-mère d'à côté qui, quand ils la voient pas sortir à 9h30 avec son chien, commence à s'inquiéter pour elle en se disant: «Peut-être qu'elle a eu un problème de santé parce que normalement à 9h30 elle est passée là devant les rosiers, quoi». Et donc on est vraiment à l'échelle de l'ultra, ultra proximité. Je dis même souvent, on parle des agents d'accueil dans les mairies, mais les agents qui sont le plus vus, le plus connus par les habitants, ce sont les jardiniers qui sont au pied de leur immeuble et à qui ils disent bonjour tous les matins et avec qui ils échangent un mot tous les matins, quoi. Donc on est vraiment allé sur l'échelle du vrai jardin. Après, on a quelques très, très beaux parcs à Nantes qui font 15-20 hectares, donc voilà, je pense qu'il y a peu de particuliers qui ont ça. Et après le jardinier en chef, que j'ai la chance d'être, donc je disais, c'est 520 personnes. Moi, je cultive aucune plante en direct, bien évidemment et donc j'essaye, je sais pas si on peut dire de cultiver ou de faire fleurir, des gens qui eux-mêmes, font fleurir des jardins. Donc c'est ça le deal, j'allais dire, c'est ça ce que j'essaye de faire, c'est ça ce qu'on essaie de faire avec l'équipe de direction et évidemment, j'ai encore vu hier, une assistante, qui est en essai, qui remplace quelqu'un en arrêt maladie chez nous et je lui demandais comment ça se passait. Elle est assez jeune, hein, je dirais, enfin assez jeune, une trentaine d'années, des petites expé enfin un certain nombre d'expériences ailleurs, voilà. Et elle me disait avec, toute je sais pas si c'est la naïveté de la jeunesse, mais en tous les cas, elle me disait avec un grand sourire, elle dit: «Mais ici, en fait, c'est génial parce qu'il y a que des gens passionnés». Et effectivement, on a la chance d'être autour d'une passion commune, donc elle est plus ou moins, forte chez les gens, mais quand même, à la fin, on travaille vraiment sur des plantes, ce qui fait que même à assistante chez nous, hein, c'est quand même quelqu'un qui répond au téléphone parce qu'il y a des gens qui appellent pour dire, «Je suis pas content, les herbes ont pas été coupées, il y a un nid de frelons asiatiques».
c'est pas forcément, vu de loin un métier super cool. On prend pas que des bonnes nouvelles au téléphone, disons et ben, même avec ça, dire: «Mais c'est génial», c'est après quand je vais voir les équipes pour leur demander: «Mais pourquoi, le nid de frelons asiatique, il a pas encore été enlevé?» Bah, je suis avec des gens passionnés qui adorent ça. Et donc du coup, voilà, jardinier en chef, c'est ces gens qui enfin, c'est trouver des gens passionnés, c'est un vrai challenge parce que, parce que le marché de l'emploi est un peu tendu et venir et quand on adore les plantes, se dire qu'on vient dans une grande ville, c'est pas forcément très pratique, très facile. Non. Parce que voilà, les gens chez nous, ont souvent un petit jardin particulier, ils sont très attachés à cultiver chez eux, donc ça leur fait souvent de la distance pour venir dans Nantes. Donc c'est un, trouver des gens qui aiment vraiment les plantes et puis 2, à la fois évidemment on travaille pour le service public, donc d'abord pour les gens, mais quand même, ne pas les brider pour qu'ils puissent, réaliser leur passion d'aimer les plantes, quoi. Donc c'est Correct. cet équilibre-là, voilà. Se faire plaisir, mais en faisant plaisir aux habitants autour des plantes. Voilà, je sais Comment pas si comment on gère, justement 520 personnes, j'imagine qu'il y a un rôle de management assez fort, comment vous les gérez? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner un peu, la journée type, de Romaric, à la ville de Nantes? heu, là, oui, alors qu'est-ce que je pourrais dire dans ma dans ma journée type aussi? J'ai jamais trop complètement fait ça, Il y a pas de c'est un journée type entretien peut-être, d'embauche, mais attention. Je suis très proche physiquement et professionnellement, j'ai même presque dire plus on appelle ça les ingénieurs de territoire, qui sont ceux qui encadrent vraiment les gros bataillons de jardiniers. Un service espace vert est souvent fait de la même façon en France. J'ai, X équipes, mais une équipe, c'est 10 jardiniers en moyenne, c'est entre 10 et 14 jardiniers, et ça, c'est valable partout dans tout ce que je connais en France. Donc 10 à 14 jardiniers, au-dessus, il y a un chef d'équipe qui est vraiment dans le quotidien du quotidien. Et tous les 3-4 chefs d'équipe, ça va sembler une armée notre truc, mais oui, c'est un peu ça. Tous les 3-4 chefs d'équipe, il y a un technicien qui va coordonner, notamment qui va suivre les plus gros travaux, qui va coordonner l'arrivée des gros tracteurs, la location des mini-pelles, ce qui dépasse un peu l'équipe. C'est-à-dire que l'équipe a son matériel elle-même, mais il y a du matériel soit qu'on se partage entre équipes, soit qu'on loue à l'extérieur, soit des entreprises qui vont venir. Donc ça, c'est le technicien, celui qui encadre 4 équipes, il a ça. Donc 10 jardiniers, un chef, tous les 4 chefs, un technicien et ces techniciens ont encore un niveau, hiérarchique, qui sont mes collègues directs, qui sont juste à côté de moi et donc ces 3 et bientôt 4 ingénieurs de territoire, ça en a augmenté de 50 personnes notre effectif, sur ce mandat et donc d'accord, avec ces 50 personnes en plus, on a un grand chef en plus, un grand chef à plume en plus, hein et donc ces 3 et donc demain 4 collaborateurs sont vraiment là, si je pousse la porte là, à côté de mon bureau, je suis avec eux et j'allais dire, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, et bah, qu'on fait des points, sur soi. Bah, par exemple, là, je viens de demander très concrètement, on a l'accueil des nouveaux Nantais, samedi prochain devant la mairie et on vient de faire disparaître le parking, qui est devant la mairie de Nantes. Le parking qui était réservé aux élus pour le transformer en jardin et donc je demandais on a planté semé de la facélie un peu tard en saison et donc je demandais à quelle hauteur était la facélie pour savoir, si elle avait bien germé, est-ce qu'il fallait remettre un coup d'arrosage ou pas et donc voilà, donc j'allais dire, 3-4 fois par jour, je vois ces 3 ingénieurs de territoire pour leur demander et comment les agents vont et comment ça pousse, quoi. Et donc, par exemple, hier, on a eu aussi eu un incident qui aurait pu être très grave, hein, il y avait un câble de 20 000 volts quand même qui était pas tout à fait, indiqué à l'endroit où il devait être dans un parc et j'ai un jardinier qui a mis un coup de tarière dedans. Donc il y a une flamme d'1,10 m qui est sortie du sol. Heureusement, le jardinier n'a pas eu de enfin, il était sur des poignées en plastique sur la tarière et du coup, il a pas été électrocuté, mais c'était quand même extrêmement, extrêmement dangereux. Et donc, voilà, donc une partie de la journée, c'est de connaître le quotidien du quotidien, vraiment dans ses détails, parce que c'est la vraie vie, et qu'on est en régie, quoi. C'est pas des entreprises à qui on a fait des marchés. Et tout à puis fait. l'autre moitié de la journée, on va dire ça comme ça, enfin, ça, c'est des sessions de 10 minutes, j'allais dire, quand je sais ce qui se passe sur le terrain. Et entre ces sessions de 10 minutes, j'ai des réunions d'1 heure qui sont plutôt des réunions, voilà, quand on utilise des grands mots, stratégiques, en tous les cas, qui sont des réunions pour dire, à quoi on veut que la ville ressemble dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, qui sont des réunions plutôt, soit avec, le directeur de l'urbanisme, la directrice des déplacements, le directeur général de l'ensemble de l'aménagement de la ville, voire évidemment, les adjoints, les élus ou la maire de Nantes, que je vois assez fréquemment en réunion, parce que voilà, la nature en ville étant devenue une composante majeure,
elle nous demande assez souvent, bon, bah, si ce quartier-là, on l'aménage de telle façon, ça veut dire quoi en matière de nature en ville? Quelle sera la nature pour les habitants? Qu'est-ce que vous pouvez me dire, dessus? Voilà, donc D'accord. une moitié au plus près du terrain, enfin au plus près de ce qui se passe sur le terrain et une moitié plutôt à imaginer dans 10 ans, à quoi ressemblera la ville. Justement, on parlait, de la ville de Nantes. Est-ce que vous pouvez nous présenter, la ville, dans son état actuel, dans ses projections et puis surtout l'évolution depuis que vous êtes arrivé? Alors la ville de Nantes, donc c'est autour de 5 000 hectares en tout, je disais 300 000 habitants et sur ces 5 000, il y en a 1 200 qui sont, sous notre gestion, on va dire, dont on nous donne une certaine responsabilité et donc c'est 1 200 hectares d'espace vert, un quart de la ville, donc c'est énorme. Il faut imaginer qu'on a en gros, pour une famille, si on prend une famille de 3 habitants, on a 100 mètres carrés pour une famille, d'espace vert. Donc chaque famille nantaise a 100 mètres carrés d'espace vert public qui lui sont dédiés. Donc, chaque famille a déjà un «petit jardin» entre guillemets, qui lui est dédié. C'est assez important parce que, évidemment, c'est important pour les gens et puis en termes de taille de ce qu'on fait, on est vraiment, ouais, je vais tenter, sans vantardise excessive, mais en tout parce que ça, c'est l'héritage, hein, j'y suis pour rien. Enfin, pas pour le début en tous les cas. Mais c'est vraiment des très grands chiffres à l'échelle nationale, quoi. C'est-à-dire qu'on a le plus grand service en dehors de Paris, hein, qui est hors catégorie. Mais sinon, on a le plus grand service espace vert de France, avec la plus grande surface d'espace vert en France. Et donc, voilà, c'est 500 agences et 1 200 hectares. On est sur un service espace vert XXL. Et je dis ça parce que, à la fois, comme on est grand, on est très regardé, donc beaucoup de villes viennent nous voir, regardent ce qu'on fait et aussi ça nous permet, évidemment sur 520, ça nous permet de dégager de l'expertise. C'est-à-dire que quand on est, je sais pas 30 personnes dans une commune moyenne, il y a les jardiniers, le chef des jardiniers et puis on s'arrête là parce qu'on peut pas se permettre d'avoir des marges de manœuvre et nous à 520, ça nous permet d'avoir, on a un expert arbre de très, très haut niveau, hein, qui a écrit plusieurs livres, sur les arbres en ville, qui s'appelle François Frétet. On a une experte, enfin, on a même plusieurs experts biodiversité, même des experts faune, des experts flore. On va avoir des spécialistes des économies d'eau. On va avoir des spécialistes de la médiation pédagogique, vis-à-vis des scolaires. Enfin, évidemment, médiation, autour de la nature en ville, hein, il y a d'autres médiateurs ailleurs dans la ville, mais au sein du service espace vert, on a des médiateurs pédagogiques. On a des très, très, très bons élagueurs. Il y en a là qui vient de finir, la semaine dernière, qui a fini premier en déplacement dans les arbres, au concours national d'Espagne, parce qu'il était d'origine il est espagnol. Donc voilà, il a fini premier espagnol, il travaille chez nous et donc on a comme ça un vrai réseau d'experts en interne au sein de Nature et Jardin. Ce qui fait qu'on a tous nos jardiniers qui entretiennent, la moitié des effectifs, à peu près 250 avec les chefs d'équipe, on va dire 300 sur 500. Mais autour, la gestion des espaces verts à Nantes, c'est aussi, voilà, vraiment des spécialistes qui nous permettent de pousser plus loin quand on se dit qu'on fait une oasis de biodiversité. Par exemple, on a l'idée, voilà, je participe à avoir l'idée de dire: «Ah bah, 25 équipes, si chaque équipe en faisait 2 sur le mandat, ça ferait 50 oasis. Tiens, on va proposer aux élus de créer 50 oasis de biodiversité dans le mandat. On va voir s'ils prennent ou pas». Et bon, bah, ils ont trouvé que l'idée était bonne. Du coup, on le fait et Mmh. bah, l'oasis de biodiversité, après, si on veut faire une mare ou préserver un morceau de forêt, en libre évolution, bah, pour choisir à quel endroit c'est, bah, notre expert faune, il vient, il dit: «Ah bah, là, il y a de la chauve-souris, la noctule commune, elle est en voie de disparition à l'échelle nationale. S'il y a des arbres, qu'il faut préserver, laisser s'effondrer tout seuls, laisser pourrir tout seuls, même s'ils ont des trous, bah, c'est plutôt cette zone-là plutôt que celle d'à côté, quoi». Ce qui fait que ce qu'on fait, honnêtement, est d'un certain niveau, enfin, on peut en assurer, ouais, une traçabilité scientifique et un niveau un peu conséquent. D'accord. Et voilà. Je sais pas si Heu, est-ce que cette, végétalisation de la ville, alors je sais pas si le mot végétalisation peut convenir à ce que vous venez de décrire, mais c'est est-ce que oui, bon, gardons ce mot végétalisation. Est-ce qu'il est, à votre sens, égalitaire, sur le territoire de la ville? Est-ce que tous les quartiers, vous semblent végétalisés équitablement? Est-ce qu'il y a des problématiques, que vous devez résoudre à ce niveau-là? alors excellente question parce que, j'ai vu que vous en parliez dans certains de vos articles, sur cette question de la discrimination par l'accès à l'espace vert, on pourrait dire ça comme ça. Et effectivement, il y a des études, par exemple, je vous donne des pistes pour un prochain article du côté de New York et de la, j'allais dire de la High Line, oui, c'est la High Line à New York, j'ai perdu le nom, enfin, Highline.
c'est la High Tout à Line. fait. Ouais, Avec une gentrification de la population autour de la High Line. C'est-à-dire que les loyers ont tellement augmenté autour de la High Line que maintenant il y a plus que des riches qui habitent autour de la High Line. Alors on est dans une commune, évidemment moi je suis fonctionnaire, je ne fais pas de politique, hein, je mets en œuvre ce que les élus décident, quels que soient les élus. Si je suis pas d'accord avec eux, beh, je m'en vais. Donc voilà, je mets en œuvre ce que j'aime. On est dans une commune de gauche, en l'occurrence, hein, et Johanna Roland est extrêmement, extrêmement attentive à faire que dans les quartiers prioritaires, on ait le même investissement que ce qu'on fait par ailleurs. Et je donnerai 2 exemples extrêmement concrets. On a un jardin de très, très haute qualité, qui s'appelle le jardin extraordinaire, donc avec une cascade qui fait 20 mètres de haut, avec des bananiers. Dedans, on y ramasse des avocats, qui sont issus d'une bouture de quelqu'un qui avait planté son noyau d'avocat. Enfin, que des choses vraiment, vraiment extraordinaires dans ce jardin de très haute volée. Et juste au-dessus, on a le quartier de Bellevue, qui est un quartier prioritaire, alors j'allais pas dire classique, mais comme ce qu'on imagine d'un quartier, politique de la ville, en France. Et ben c'est la même équipe de jardiniers qui entretient les 2 parce que géographiquement, ils sont côte à côte. L'équipe de jardiniers est située pile entre les 2. Et donc le matin, Catherine Herbette, par exemple, jardinière au jardin extraordinaire, bah, elle est en train de tailler l'avocatier, voire de ramasser des avocats, les mettre dans du papier aluminium pour les faire mûrir et me les faire goûter le jour où je passe. Et l'après-midi, elle est sur une place, voilà, qui est assez réputée, qui est connue pour un trafic, voilà, un peu conséquent de drogue. Et ben elle est là en train de voilà de désherber parmi les rosiers, qui sont sur cette place-là, quoi. Donc on dit pas, tiens, je file au privé, par exemple, à des gens un peu sous-payés, un endroit, voilà, que j'ai pas trop envie d'entretenir avec intensité. Par contre, je me réserve, mes meilleurs jardiniers dans les endroits, qui seraient plus classe. Donc c'est vraiment, ce que j'ai quand je disais tout à l'heure, et c'est pour ça que c'est un lien, hormis, voilà, si vraiment, vraiment on est débordé dans les cimetières, on fait une fois appel à une entreprise qui vient d'aider. Mais quand je dis 99 du travail, est fait par nos jardiniers en régie, c'est-à-dire qu'ils dépendent du même ingénieur, du même technicien. Et j'ai pas, moi dans mes catégories, je dis jusqu'à l'échelle du jardinier lui-même, tout le monde intervient sur tous les territoires. Et même là, vous d'accord. voyez, le 4e territoire d'ingénieur, on vient de leur découper, enfin vu qu'on crée un nouveau poste d'ingénieur, on a découpé, il y a le jardin des plantes. Et dans le découpage, volontairement, on a mis le jardin des plantes, donc 2,2 millions de personnes qui viennent le visiter, hein, c'est-à-dire, je sais pas, plus que la dune de Pilat ou la pointe du Raz ou même que le Mont Saint-Michel quand même. Donc c'est un très, très, très grand hotspot de visite. Et ben, il a le jardin des plantes et juste à côté, il a le quartier prioritaire de Malakoff. Donc il aura les 2 dans son escarcelle. Donc il recevra, comme moi hier, j'ai reçu le directeur du jardin botanique de Melbourne, il recevra, voilà, le directeur du jardin botanique de Sydney ou de New York le matin. Et l'après-midi, il sera avec la police municipale en train de définir, à quel moment ils font une ronde pour que le quartier soit intégralement propre les lundis matins et les mercredis matins, par exemple, quoi, voilà. Donc c'est vraiment dans la gestion, voilà, on l'a chevillé au corps, j'allais dire comme ça. C'est extrêmement porté par les élus. Et puis, vu qu'on est en fin de mandat, je peux vous faire une révélation parce que maintenant le mandat est passé. Mais on m'avait demandé de monter un budget équilibré, pour ce mandat. Et comme je savais pas trop ce que ça voulait dire un budget équilibré, je me suis permis, je me suis permis une tentative en début de mandat en disant: «Bah, je vous propose un budget extrêmement équilibré puisqu'il y aura 50 de l'argent qu'on va investir, donc en investissement, c'est-à-dire en création de nouvelles choses, non pas en entretien du quotidien, mais en une très grande rénovation de parcs, en création d'aires de jeu, en création de nouveaux jardins. Je vous propose un budget qui est équilibré puisqu'il est à 50 dans les enfin 50 de mon budget est dans les quartiers prioritaires et 50 est hors quartiers prioritaires». Et donc ça a vraiment été retenu. Enfin ça, voilà, on le redit d'ailleurs extrêmement fréquemment que c'est un budget, voilà, 50-50. Ce que j'avais pas dit, c'est que j'avais fait x2 par rapport au budget de la fois d'avant. Donc c'était là la petite, non pas supercherie, mais c'était là où l'équilibre est toujours relatif. Mais par contre, il y a à chaque fois qu'on met 1 euro, enfin à chaque fois qu'on met 2 euros dans la ville de Nantes, il y en a toujours un des deux pour la nature en ville qui est dans les quartiers prioritaires. Et si on est sur ce 330-300 que vous connaissez bien, donc notamment le 30 qui veut dire 30% de canopée, il y a enfin il y a deux, allez, on va dire un seul même pour être vraiment précis. Il y a un seul quartier sur 11 à Nantes qui a les 30% de canopée aujourd'hui, sinon on est à 21% de moyenne. Et les 30%, c'est un quartier prioritaire qui s'appelle Nantes Nord. Donc en termes de quantité, là, c'est pas lié à une politique extrêmement récente et c'est pas lié à moi du tout, mais le patrimoine vert est plutôt assez conséquent. Et d'ailleurs, c'est quand même assez souvent en France en matière de quantité, les quartiers prioritaires sont plutôt des quartiers assez verts quand on regarde les densités. Après, ce qu'il faut voir, c'est comment on les entretient et comment ils sont dégueulasses enfin non pas dégueulasses, au sens de la propreté du quotidien, mais comment on met 3 parkings au milieu de tout ça,
qui font qu'en fait, à l'échelle du piéton, c'est absolument désagréable, qu'on ne perçoit pas, ce qu'il y a à faire. Les arbres qui ont été plantés dans des conditions minables, qui ont toujours 3 feuilles au bout de 40 ans et puis comment, au quotidien, on y met un entretien, de plus ou moins grande qualité, qui fait qu'en fait, c'est plutôt des espaces verts de piètre qualité, plutôt qu'un manque d'espace vert dans ce que je connais, et je connais pas bien la région parisienne, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'on va assez vite? Parce que là, effectivement, c'est un bilan qui est positif. En tout cas, vous le valorisez très bien. Mais est-ce que, face aux enjeux actuels, de réchauffement des villes, de changement climatique, des canicules de plus en plus intenses et des épisodes, pluviales de plus en plus extrêmes, est-ce que vous pensez qu'on va assez vite, pour répondre à ces enjeux? Alors que ce soit dans la ville de Nantes ou à l'échelle nationale, voire internationale si, vous avez un peu des pistes dans d'autres pays? Ouais, alors je vais rester sur ce que je connais, hein. J'avoue que l'échelle internationale, je la connais assez peu. Par contre, sur l'échelle nationale, il y en a on a de la chance parce qu'on est et un service public et dans le domaine du végétal, ce qui fait que la concurrence n'existe pas chez nous, quoi. On peut pas Moi, si ça se passe extraordinairement bien à Lyon et à Toulouse, je suis juste hyper content pour eux. Ça m'enlève rien, ils me prennent rien, voilà. Et donc tout ça pour dire qu'il y a un réseau, national qui s'appelle Ortis. C'est le réseau des directeurs et ingénieurs de services espaces verts. Et donc il y a notamment, avec les outils modernes, une boucle WhatsApp qui marche extrêmement bien et dans laquelle, bah, par exemple, Pierre, il y a quelqu'un qui dit: «Ah bah, nous, on est en train de faire une pataugeoire, piscine, on va dire, en extérieur, d'accès libre, filtré que par les plantes. Est-ce qu'il y en a qui en ont déjà fait sans contrôler les accès, quoi? Et donc on peut avoir jusqu'à 300 personnes dans l'eau en même temps. Est-ce que ça peut marcher avec des plantes? Il envoie ça à la boucle, il met un petit sondage, WhatsApp, derrière et bah, tout de suite, il y a 30 réponses, donc de 30 villes différentes, 27 qui disent: «Bah, nous, on ne connaît pas, on n'a pas», puis 3 qui disent: «Bah, nous, à Pantin, on vient de le faire et nous, à Villeurbanne, on vient de le faire et nous, à Nantes, on vient de le faire». Et donc voilà, à l'échelle nationale, j'ai une meilleure vision. Ça pour dire que, et le réseau est vraiment, enfin, ça, c'est vraiment une chance, enfin, ces réseaux, ces outils qui Il permettent faut, d'avoir ces réseaux-là, enfin vraiment, toutes les semaines, on se pose au moins une question collectivement là, et donc toutes les semaines, on sait si, je sais pas moi, est-ce que là, comme il va faire chaud la semaine prochaine, qui ne ferme pas ses parcs la nuit, par exemple? Bon, bah, tout de suite, tac, on a la réponse, ce qui fait que vis-à-vis de nos élus, on leur dit: «Bah, vous savez, on peut ne pas fermer les parcs pendant une semaine entière, il y a des exemples là et là et là et là et ça marche hyper bien, on peut y aller». Ah bon? C'est banco, quoi. Donc c'est vraiment, ça nous permet ça d'agir, voilà, rapidement et de voir ce qui se passe à l'échelle nationale. Le mouvement, je le trouve enfin positif, je sais pas si on peut dire extrêmement positif. Le mouvement, je le trouve positif dans ce qui est fait à l'échelle nationale. Dans les villes, quand on voit le nombre d'endroits où il y a de la débitumisation, des parkings qui sautent, des arbres qui reviennent en ville, les qualités de plantation, je trouve qu'on monte qualitativement dans la sans bonne aucun doute. dynamique. D'accord. Mmh. On voit enfin voilà, enfin je veux dire, c'était même pas un sujet où c'était un sujet, les jardins, c'était juste pour décorer, on va dire ça comme ça, il y a 10 ans, peut-être je veux dire dans les programmes politiques, dans les affiches dans les villes. Aujourd'hui, quand on se balade dans les villes, assez souvent, on peut dire que c'est de la com, hein, politique évidemment, mais on voit quand même pas mal de grandes affiches où c'est écrit: «La nature a regagné du terrain», «On a végétalisé tel endroit», et on voit que ça s'est fait, voilà, c'est pas juste on a fait un endroit plus joli. C'est, Ouais. votre ville, on lui a amélioré les conditions de vivabilité, si on devait la d'habitabilité de la ville, quoi. Enfin, c'est ce qui est porté, derrière. Et après l'intensité, voilà, je peux pas, là, par contre, je peux pas exactement juger pour les autres villes. Je trouve que la le regard a changé de prisme, on va dire ça comme ça, que ce qui est fait est très intéressant. J'ai des collègues, de très bon niveau dans les autres villes qui font que par exemple à Caen, il y a vraiment des très belles choses. À Nice, il y a eu des choses, exceptionnelles. À Rouen aussi, des très belles choses de fait. Et donc du coup, il y a quand des choses sont créées, enfin quand des aménagements sont refaits, il y a du professionnalisme. Après, à chaque fois qu'il y a, rigueur budgétaire, coupe budgétaire, économie à faire, là, je suis pas derrière, enfin, je suis pas dans chacune des mairies pour savoir la réalité de ce qui est tranché, in fine. Et est-ce que, je vais pas dire que c'est l'arbre qui cache la forêt, mais est-ce qu'il y a que 2 sites qui ont été débitumés alors qu'on aurait pu en faire beaucoup plus? Je peux pas vous dire pour les autres villes. Ouais, je peux pas rentrer dans le détail effectivement. Voilà, et à Nantes, par contre, bah, je peux vous dire, on a vraiment, vraiment mis les bouchées doubles, hein. C'est-à-dire que, par exemple, on a fait sur ce mandat, donc un seul, 5 ans, 6 ans, 50 cours d'école renaturés. Vraiment, enfin, je pense que le mandat d'avant, même le mandat d'avant, et avec, Johanna Roland déjà qui était maire, je pense qu'on disait, on a fait 5 cours d'école renaturés, je pense qu'on aurait été content. Même les premières cours d'école Oasis à Paris, avec Anne Hidalgo, qui est quand même une certaine, intensité dans ce qu'elle fait, on pourrait dire ça comme ça. Les cours Oasis, je crois qu'il en sort une la première année, 2 la deuxième année.
Et donc tout le monde s'enthousiasmait en les regardant, quoi. Et là, on est passé pour un c'est vrai, hein, il y avait plein d'articles, tout le monde enfin, je sais pas comment ils ont une délégation de jardiniers et de journalistes. Il devait y avoir plus de journalistes d'enfants que d'enfants dans les cours d'école, à mon avis. Et ça me fait rire. Et non, mais c'est vrai, on en a parlé et pour autant, c'était pas du tout de la massification, quoi. Et moi, je trouve qu'à Nantes, sur un certain nombre de thèmes, comme les cours d'école, on est passé très, très vite, c'est peut-être une différence par rapport à ce qu'on aurait pu faire avant, de l'expérimentation, de l'opération sur laquelle on met 1 000 000 € que tout le monde regarde, à la massification, quoi. Et aujourd'hui, on met plus 1 000 000 € dans les cours d'école, on en a fait 1 million d'euros, hein, on est comme, à Paris Oasis. Et aujourd'hui, on est plutôt à 50 000 € par cours d'école parce qu'en fait, on se rend compte que, là où il y avait de l'enrobé avant, si demain ça doit être minéral, à quoi bon enlever l'enrobé d'avant pour le transformer en un enrobé blanc qui coûte ultra cher et qui fait qu'en cours de récréation, s'il y a du soleil, bah les habitants, ils se brûlent, enfin, pardon, les habitants, les enfants, ils se brûlent les yeux, quoi. Enfin, ils ont les yeux mouillés. Et donc on se dit, bah, certes, c'est pas très beau l'enrobé, mais les endroits qui restent minéraux, on les laisse en enrobé. Par contre, ce qu'on fait, c'est ce qu'on découpe, ce qu'on végétalise. Là, on découpe vraiment et on plante vraiment, quoi. Et donc je trouve qu'en termes de massification, pour de vrai, là, on a 120 cours d'école à Nantes, on va dire qu'il y en a 20 qui étaient bien. Donc il en restait 100 à faire. Ah, on aurait préféré, à l'échelle d'un enfant, sur 6 ans, il a fait toute sa scolarité primaire. Donc on aurait préféré faire les 100 en un mandat. Mais honnêtement, déjà 50, c'est vraiment les bouchées doubles en permanence, quoi. Et c'est quoi Donc voilà. l'évolution, Allez-y. justement, c'est quoi l'évolution de la vision de la nature en ville, par les habitants? Comment vous le percevez? Est-ce qu'il y a eu, un changement, je parle vraiment des habitants, comment ils le perçoivent? Mmh. Est-ce qu'avec les travaux qui viennent se rajouter, les problématiques de circulation, en fait, tous ces éléments, est-ce que les gens arrivent à faire, en fait, la part des choses en disant, que finalement ça sera beaucoup mieux après, que voilà, c'est quoi un peu votre vision de l'évolution de l'opinion publique? Voilà. Ah, alors ce que je crois être mon métier, c'est de rassurer les élus qui sont toujours aux prises directes des habitants et surtout des habitants qui vont grogner un peu. Et puis je crois que j'ai pas besoin de me forcer beaucoup, et donc par exemple, je n'ai aucun réseaux sociaux, je regarde jamais aucun réseau social. Et donc peut-être que des fois ça s'agite, je crois avoir des échos d'échos qui diraient que des fois, il y a un peu d'agitation sur le sujet, mais ça m'intéresse, enfin vraiment pas du tout. Hem, Comment dire? Je reviens à la générosité que je disais tout à l'heure au tout début, ce qui m'a marqué. Moi, je pense que les habitants, il faut pas leur prendre la tête avec des trucs trop compliqués. Il faut pas qu'ils aient l'impression que ce soit punitif ou qu'ils aient souffert pour y arriver. Et donc, ce qu'on doit leur livrer, pour moi, on a obligation à ce que ça soit vraiment fun, vraiment généreux, vraiment fleuri. Moi, je suis pas pour la ville, qu'on arrête d'arroser complètement sèche, voilà. Avant, la Loire à Nantes, Nantes, c'était un marais, hein, intégralement. Et donc, à un moment, de se dire: «On laisse passer la Loire dans un tuyau d'eau», parce que c'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui, hein, un tuyau qui fait, 50 mètres de large, mais enfin, c'est un tuyau qui vient pas irriguer le reste. Bah, pour de vrai, c'est prendre l'eau la plus vite possible de la montagne et puis la jeter dans la mer le plus vite possible. Et donc, moi, je trouve que les villes, elles ont au contraire pour mission d'arrêter l'eau, enfin d'arrêter d'en stopper une partie et d'irriguer ce qu'il y a autour pour, avoir des espaces de fraîcheur. Parce que sans eau, il y a pas de fraîcheur, hein. Les plantes, sans un arbre qui est pas arrosé, une pelouse qui est pas arrosée, ça sert à peu près à rien. Et donc, du coup, les gens, moi, je veux pas qu'ils se disent: «Ah, on a fait ça parce qu'il y avait une vraie réalité, enfin, je sais pas quoi, il y a plein de gens qui sont pas convaincus ni dans un sens ni dans l'autre. Moi, je m'en fiche, hein. Ce que je veux, c'est qu'ils disent, «Tiens, vendredi soir, on se donne rendez-vous, on va pique-niquer, dehors avec les enfants, on va au square d'à côté, là, c'est quand même super sympa, il fait frais et tout, on aura qu'à sortir les affaires là. Oh, puis ce week-end, on va à la mer». «Bah non, ça fait 1 heure de route, ça fait chier. Regarde, tu as vu le parc là-bas, là? Mais tu as vu la ferme pédagogique, elle est quand même géniale et on va s'éclater, puis après on va à la cascade du jardin extraordinaire et puis on se fait un tour à l'acrobranche du parc de Beaulieu». Waouh, ça va déchirer, quoi. Et voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. Enfin, c'est ça qui va faire changer les comportements. C'est pas de leur mettre des affiches pour leur dire: «Ce serait bien d'arrêter de prendre votre voiture, vous êtes des gros vilains si vous prenez votre voiture». Et par contre, s'ils se rendent compte qu'ils sont dans des embouteillages, que c'est désagréable et alors qu'ils auraient pu faire, à pied depuis chez eux quelque chose de aussi fun et vachement plus simple. C'est pour ça que d'ailleurs les espaces de baignade me semblent essentiels. Parce que je pense que c'est le seul truc qui nous manque vraiment des grands espaces de baignade par rapport à ce qu'on trouve au bord de la mer. Et hem et donc voilà, les habitants, il faut leur envoyer du rêve, en gros, pour simplifier, quoi. Et donc, il faut être sûr de son rêve, avoir les capacités de le faire, avoir les compétences pour le faire et voilà, le porter vraiment, quoi. Donc, le job vis-à-vis des élus, pour moi, c'est de leur dire: «Je vous promets que demain, quand ils verront l'endroit», voilà, le jardin extraordinaire, il devait être bâti à la base, hein, c'était des immeubles qui étaient dedans. J'ai jamais vu une seule personne
penser nous dire: «Au fait, vous avez quand même perdu de la place, on aurait pu bâtir cet endroit-là». Et bon, ça, on va dire qu'allez, les gens sont vraiment pour les immeubles quand c'est pas pour eux. Mais si je prends les parkings qu'on a fait sauter, on a fait sauter un certain nombre de parkings. Quand on les végétalise, bah, c'est pareil, je vois jamais, enfin, j'ai jamais vu le début d'une pétition. Une fois qu'on avait livré, le début d'une pétition en disant: «Mort au jardin, on revient au parking». Voilà, il y a personne qui nous le dit, personne ne nous le crie, voilà. Donc Ouais, évidemment, le ouais, jour où on va voir les habitants, on va dire: «Sachez que votre parking, il va disparaître». Ils sont pas tous d'un enthousiasme délirant, quoi. Mais il faut savoir se dire, bah, que demain, quand on aura fait, on verra si, ce qu'ils en pensent eux-mêmes. Enfin, si eux-mêmes, ils disent: «Vous avez vraiment fait une grosse connerie». Et honnêtement, moi, je pense qu'il y a un certain nombre de parkings qui sont complètement anachroniques dans la ville et c'est plutôt ça, quand on les voit, on se dit: «Mais comment on a pu, on avait un parking, nous, à Nantes, c'était l'entrée de la ville, collé au château des Ducs de Bretagne, quoi. C'est-à-dire qu'on a un château du Moyen Âge et au pied de ce château, on avait 70 places, donc ridicule par rapport à nos 300 000 Nantais. On a 300 000, mais c'était ça qui, moi, à chaque fois que je voyais, je me dis: «C'est quoi cet anachronisme? On est cinglés, on est cinglés, on est cinglés». Et en fait, là, on est en train de le transformer en jardin, on le livre au mois de décembre. Quand ça va arriver, enfin, je veux dire, plus personne va se rappeler qu'il y avait même un parking qui a pu exister là. Enfin, je veux dire, si on va remontrer les tu vas images, oublier. Mmh. ah mais tout le Ouais. monde va se marrer en se disant: «Mais c'était il y a 50 ans». «Ah non, non, c'était l'année dernière les amis». Et voilà. Et donc du coup, il faut les faire au bon endroit. C'est-à-dire qu'évidemment, je suis pas contre la voiture, j'en ai une dans ma famille à titre personnel, hein. Mais par contre, il y a des endroits, tous les bords de rivière, par exemple, faut leur lâcher la grappe aux bords de rivière. On arrête de mettre des routes et des parkings le long des rivières. Toutes ces berges qui sont des endroits incroyables pour les écosystèmes et pour le fait que je sais pas pourquoi l'humain veut toujours se rapprocher du bord de l'eau, hein. Quand vous voyez un étang, il y a toujours le chemin qui est collé autour du bord de l'étang alors que c'est moche tout le bord de l'étang, mais bref. Et donc on veut toujours être au bord. Donc arrêtons d'y mettre des voitures, quoi. Les voitures, on les met plus loin et les bords de l'eau, si vous voulez un secret que vous voulez confier à quelqu'un d'autre ou si vous voulez, travailler dans ce domaine-là plus tard, vous allez dans une ville, vous regardez les bords de rivière, vous voyez un parking, vous dites au maire: «Je vous fais sauter votre parking, je vous fais un jardin au bord de l'eau», mais vous avez un succès total. Puis si dessus vous y mettez une guinguette, alors là, non seulement vous avez un succès populaire, mais en plus vous faites de l'argent. Donc et ça marche, mais à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, quoi. Donc voilà, donc les habitants, on les écoute pas trop avant, on leur explique quand même évidemment ce qui va être fait. On fait et on regarde après une fois que c'est fait. Et moi, je Très suis bien. extrêmement, serein sur tout ce qu'on fait. On dépense un petit peu d'argent, mais franchement, c'est une bricole. Mais moi, je suis très serein. À chaque fois, les élus, je leur dis: «Il y a pas de problème. Si c'est un échec ce qu'on a fait, on saura refaire un parking si vous le vou si vraiment on nous le demande, on pourra enlever les plantes qu'on a plantées, il y a aucun problème. Il y en a plein qui m'en demandent d'ailleurs, je saurai les déplacer et je vous fais ça en 3 mois chrono, aucun problème», voilà. On m'a jamais demandé une seule fois de déplacer un arbre. Donc voilà, vis-à-vis des habitants. Et puis OK. sur l'entretien du quotidien, quand j'étais à Rennes, je me rappelle, 3 herbes qui poussaient au pied d'un arbre et pourtant Rennes était plutôt, très ouvert sur le côté de la nature en ville, hein. Mais quelques arbres qui poussaient au pied d'un arbre, c'était un scandale, fallait tout de suite intervenir, qu'est-ce qu'on fait de l'argent public? Et je paye mes impôts comme les autres, pourquoi devant chez moi tatati tatata, on connaît les refrains. Et aujourd'hui, nous à Nantes, là, on a débitumé, 6 kilomètres de voirie, le périph' intérieur, enfin vraiment, plusieurs dizaines de milliers d'arbres. Et du coup, on était incapable avec la flotte qui est tombée l'année dernière, on était incapable de tenir. On n'a pas été à la hauteur de ce qu'on aurait dû faire. Enfin, dire qu'on allait trop vite, quoi. Et moi, quand je voyais l'herbe au pied de tous les arbres, mais honnêtement, c'était pas normal du tout, quoi. Bah, avec ça, on a quelques courriers par-ci par-là, mais c'est vraiment, extrêmement, enfin Ça voilà, va rare. Mmh. ouais, c'est rare. Enfin, quand je vois le nombre d'herbes, la hauteur qu'elles ont, la densité qu'il y a et le peu de courrier, c'est, voilà. Il y a une pétition qui vient d'être faite, par l'opposition, pour lancer, si vous voyez, faut de temps en temps, faut lancer des débats. Et donc l'herbe n'avait pas été coupée à temps dans les cimetières, c'est un scandale, on ne respecte pas les morts. Et donc ça fait toujours, ça c'est un bon sujet. Et donc du coup, il y a une pétition qui a été lancée, voilà, avec fracas, tout ça, réseaux sociaux et tout. À la fin, il y a 46 personnes qui l'ont signé sur les 300 000 Nantais. Bon, Mmh. ça reste raisonnable, je me dis. Il y a peut-être l'effet des réseaux sociaux, l'amplification du message, C'est ça, et mais à la fin, ouais, malgré l'amplification des réseaux sociaux, la pétition en ligne, elle 46 a pas été signatures. elle a pas été Bon, signée. 2 millions de personnes qui viennent au jardin des plantes. Mmh, tout à fait. Revenons un peu sur les plantes justement. Alors j'ai lu ou plutôt entendu, vous étiez fan de plantes carnivores. On va revenir un peu sur vous et votre passion pour les plantes, puisque je pense que c'est aussi ça un peu le cœur même de votre métier, donc c'est quoi cette histoire avec, les plantes carnivores? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors je suis quelqu'un d'extrêmement têtu, en tous les cas bien têtu. Et ma marraine est fleuriste, était fleuriste et elle m'a offert une plante carnivore
à l'âge de 14 ans et comme à peu près tout le monde, j'ai mis de l'eau du robinet, je l'ai remplie de mouches et elle est morte au bout de 3 semaines et donc j'étais vraiment, vraiment vexé d'avoir, voilà, c'était mon premier grand échec, on va dire, dont je me rappelle et du coup, j'étais vraiment vexé, donc j'ai demandé à mes parents, si je pouvais en avoir une autre ou comment m'y prendre. On était à l'époque du Minitel, hein, voilà, tous ceux qui vont écouter le podcast, je sais pas s'ils voient cette machine qui ressemble à un ordinateur et il y avait pas Google, mais je pense en tapant plantes carnivores, mon père trouve un cultivateur de plantes carnivores dans le Gers. On allait en vacances dans les Pyrénées et du coup, c'était sur la route du retour. Il me dit: «Bah, on a qu'à aller le voir» et là, on est tombé sur un un peu un ours, qui vivait vraiment au milieu de ces plantes carnivores, mais dont, je sais pas si on peut dire je suis tombé amoureux, mais pas loin, dont j'ai tout de suite tombé un grand fan et il est perdu au milieu de nulle part dans des serres en plastique déglinguées. Il cultivait juste la plus grande collection au monde de plantes carnivores et donc il y avait eu la semaine d'avant des Japonais qui étaient venus en hélicoptère quand même pour voir une plante qu'il était le seul à savoir cultiver de par le monde. Alors ça ne lui a pas réussi économiquement parlant, mais une très grande réussite et donc une connaissance plante par plante de ses conditions de culture et tout. Et ça m'a vraiment, ça m'a captivé, donc j'en ai acheté quelques-unes. Et comme il m'a dit que les plantes carnivores étaient devenues carnivores pour se nourrir parce qu'il y avait rien à manger, donc il fallait leur mettre de la tourbe dans laquelle il y a rien à manger. Il fallait leur donner de l'eau déminéralisée pour que même dans l'eau il y a rien à manger. Et donc de l'eau de pluie ou de l'eau déminéralisée. Donc c'est pour ça qu'il faut surtout pas mettre d'eau du robinet parce que ça est nourri par les racines. Du coup, elles ont plus besoin de se nourrir par les feuilles qui sont des pièges. Donc c'est pour ça qu'il faut être le plus dur avec elles. Et que la Dionée, donc celle qui se referme en fermant 2 mâchoires pour, simplifier, le piège dans toute sa vie, il est capable de se refermer que 3 fois. Donc forcément, si le même jour on remplit tout de mouches, puis on le fait 3 fois de suite et ben toutes les feuilles meurent en même temps, puis la plante elle est morte, quoi. Et en Survit fait pas. la plante elle émet des parfums et donc elle est habituée au monde animal, donc quand on dit un parfum pour une plante, c'est plutôt souvent une odeur de crotte pour attirer une mouche ou une odeur de viande avariée, donc c'est un parfum relatif pour nous humains. Mais c'est bien elle qui choisit d'imiter quelque chose du domaine, du monde animal pour le faire venir et donc quand elle sait qu'à la fin il y a un piège qui émet son parfum, il attend et puis après elle fait au fur et à mesure et nous on sait pas ça, donc on met des mouches partout, on tue la plante. Et donc elle a poussé et comme tous les ans je faisais de la randonnée dans les Pyrénées, tous les ans je suis passé chez lui. À chaque fois il me dit: «Oh non, pas cette année! Oh là là, j'ai une de mes plantes qui va pas bien, faut surtout pas venir voir», tout ça. Mais j'ai insisté lourdement, donc j'y suis allé tous les ans et quand j'ai fait mon stage de forestier, bon, j'ai expliqué à l'école que, travailler avec des plantes carnivores, c'est quasiment comme être dans une forêt. Donc j'ai fait mon stage, aux eaux et forêts chez lui et voilà, donc j'étais membre de l'association Dionée d'amateurs de plantes carnivores. Donc voilà, donc je suis rentré là-dedans. Jean-Jacques là-bas, il s'appelle, un cultivateur de plantes carnivores. Il dirait: «Oui, bah, c'est facile, c'est un peu les prostituées des plantes, les plantes carnivores, avec leur gros rouge à lèvres, elles attirent les hommes de loin» et donc c'est vrai que comme elles font le lien entre plantes et animaux, c'est souvent une plante plus facile Ah, que d'autres ça. Ouais. à voilà, nous, dans le jardin des plantes, on a 10 000 espèces de plantes, il y a une classe d'enfants qui vient, si je leur dis, «Vous voyez, j'ai des arbres qui viennent d'Australie», «Ouais, si, ouais, j'ai des plantes à parfum peut-être», tu vois? Il y a des plantes carnivores, boum! Il y a les 30 élèves qui Ouais. se mettent à courir, quoi, hein, c'est C'est la classique, intriguant, hein. effectivement. Ouais. Voilà et donc je pense qu'effectivement, mes 2 vraies passions pour les plantes sont les plantes carnivores d'un côté, que j'aime toujours beaucoup, j'en ai des bien évidemment toujours chez moi et puis, les plantes qui se mangent, quoi, issues plutôt là de ma mamie, et du potager, je pense que voilà la je suis pas très favorable à la peine de mort de manière générale, sauf pour les horticulteurs qui ont inventé des cerisiers qui font plus de fruits, par exemple, vous voyez là? Ou des rosiers qui ont plus d'odeur. Je me dis: «Comment quelqu'un peut se servir de son cerveau pour prendre un arbre qui donne des cerises, qui est quand même un fruit exceptionnel, pour faire des cerisiers qui font plus que des fleurs, quoi, et puis il y a plus de cerises à manger?» Je me dis: «Mais Ouais. faut vraiment être» voilà et donc voilà Fallait y penser, c'est et surtout ça, quoi. et Fallait y donc penser. voilà et donc je trouve que partout, enfin quand on a qu'un arbre à mettre, bah, faut mettre un arbre fruitier franchement. Un cerisier, c'est tellement beau au printemps, c'est super beau, puis après on mange les cerises. Et donc il y a Eh vraiment oui, que quand on a plein de place qu'on met autre chose que des arbres fruitiers, donc voilà. Donc les arbres fruitiers, enfin les plantes qui donnent à manger et les plantes carnivores sont mes 2 passions, mais de comme pas passion. mal de monde. OK, super. On va arriver à la dernière question. En fait, si jamais vous aviez à convoquer 2 personnes, vivantes ou pas, à partager un moment, une petite balade dans un espace, que vous affectionnez particulièrement, que ce soit dans la ville de Nantes ou ailleurs, quelles seraient ces 2 personnes? Bah, ce Jean-Jacques là-bas, les plantes carnivores, voilà, je vraiment je l'aime beaucoup,
Il m'a vraiment formé, à la fois sur de la prudence, hein. Il m'a dit: «Attention, ne fais pas de ta passion ton métier, ne fais pas de ta passion ton métier» et je me serais peut-être jeté plus vite sur les plantes que dans les études et peut-être que voilà, je m'y serais pas complètement retrouvé. En fait, j'ai fait mes études de manière un peu, pas alternative, mais à côté de ma passion pour les plantes et puis maintenant les 2 se retrouvent. On a une tourbière à plantes carnivores extrêmement belle dans le jardin des plantes, ouais, je vous invite vraiment à voir. On marche sur une passerelle au milieu des plantes carnivores, c'est vraiment un très beau paysage de plantes carnivores et du coup, ça s'est rejoint, mais pas dès le début et voilà, il m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué avec ouais, une passion, et une exigence, de l'ordre de la folie, quoi. C'est-à-dire, par exemple, il allait cultiver une plante carnivore qui vit qu'en Antarctique, Faguicula antarctica et donc il avait racheté un congélateur Myco comme on vous voyez, un grand congélateur et donc sa plante, elle passait 11 mois sur 12 dans le congélateur et en plein été dans le Gers quand il fait 40 degrés, donc d'un point de vue consommation d'énergie, c'était bien évidemment pas très bon. Il la sortait un mois, sur un mois, elle fait tout son cycle et elle s'ouvre, les feuilles sortent, les fleurs et voilà, elles se multiplient et évidemment personne lui a jamais acheté cette plante, hein, parce que personne ne va avoir son congélateur et il me disait: «Ah je comprends pas là, j'ai du mal à atteindre l'équilibre économique de mon entreprise». Mais il était vraiment ça le questionnait, il disait: «Ah, je comprends pas comment ça se fait». Ah bah, je lui disais: «Moi, je suis pas comptable, mais j'ai une petite idée peut-être». Voilà et donc c'est cette passion totale, m'a marqué, voilà, je trouvais ça beau dans la folie et dans la poésie et puis, peut-être une autre partie, alors je vais pas être très bon pour la parité là, c'est 2 hommes qui me viennent en tête, j'en suis désolé, mais ça a peut-être un rapport avec cet entretien un peu long qu'on fait là. L'autre personne, c'est quelqu'un qui s'appelle Lucien Gouron, qui était, un autre de mes gourous, je pourrais dire, qui est un conteur de l'île de Groix et j'ai vu son spectacle, à peu près dans les mêmes années, quand j'avais 13-14 ans. J'ai tenté de l'oublier, c'était un spectacle de conte extrêmement marquant. J'ai tenté de l'oublier, j'ai revu sa photo à l'âge de 18 ans dans le journal et je me suis rappelé de l'intégralité de son spectacle, d'1 heure, 1 heure et demie, en voyant sa photo. Donc j'ai réécrit tout le spectacle. Je lui ai envoyé par courrier, enfin j'ai envoyé à Ouest France qui voulait pas me donner son adresse pardon et 48 enfin et donc Ouest France, voilà, fait son boulot et 48 heures après, j'avais un coup de fil d'une très grosse voix, genre: il est où Romaric?» Je dis: «Bah, chez moi, demain tu viens manger à la maison sur l'île de Groix, tu me rejoins tout de suite» et du coup, je suis allé le voir. Il m'a dit: Tu deviendras conteur, c'est comme ça» et je me suis mis à raconter des histoires, donc j'étais intermittent et je faisais des spectacles de contes, entre autres, avec lui et un peu partout en France. Et voilà, cette passion de la narration. Alors maintenant, tout le monde dit: «Il faut faire un récit». Enfin, il faut avoir une vraie histoire avant de faire un récit. On fait pas un récit, voilà, pour faire un paquet cadeau, il faut quand même un cadeau et donc voilà, ça peut m'énerver les communiquer en disant: «On va faire un récit». Mais c'est vrai que les belles histoires, le rêve qu'on porte, avec les gens, non pas le rêve pour leurrer les enfumer, mais le vrai rêve qu'on sait raconter, c'est quelque chose qui me touche, beaucoup quoi, qui m'intéresse et voilà et l'oralité beaucoup plus que l'écrit, m'intéresse. Donc Excellent, voilà, Lucien Gouron et Jean-Jacques Labat. excellent et du coup, juste pour finir, vous êtes compteur? C'est-à-dire que dans vos heures perdues ou, au sein de vos équipes, vous êtes compteur ou pas? Comment est-ce que vous exploitez cette qualité, j'ai envie de dire, ou pas? Alors au sein de mes équipes, non, sinon oui, je fais des spectacles, alors moins densément à cause de l'activité au travail là, mais oui, j'ai fait des spectacles encore il y a pas 30 ans dans un cimetière par exemple, on racontait que des histoires qui se racontaient avant dans les cimetières, des histoires de mort, de qu'est-ce que c'est l'absence, de personnes qui ont pas fini de faire leur deuil, donc qui reviennent dans le cimetière à vivre, tout ça et donc c'est un cimetière qu'on remettait en vie à Nantes et j'avais été contacté non pas dans le cadre de mon boulot, mais par une association qui cultive des potagers sur des pierres tombales et Ouais, pour dire: «Mais le cimetière, on a le droit d'y venir avec une certaine joie, dans les cimetières. On a le droit de partager du temps avec ceux avec qui ont compté pour nous, sans être en permanence complètement accablé, avoir plus de 80 ans. On a le droit de faire ça à 40 ans et on a le droit de partager à des moments de vie, dans les cimetières», voilà et du coup, il m'avait sollicité donc par exemple, j'ai raconté des histoires dans les cimetières et c'était extrêmement touchant, hein, quand vous racontez, des histoires, du monde entier, j'allais dire, des relations entre les gens et les morts et que les gens sont assis sur des pierres tombales pour écouter. Promets qu'il y a voilà, c'est pas l'intensité d'une salle de spectacle, on est un petit peu au-delà, quoi. Les émotions ouais, sont un peu, voilà, ça on d'accord, écoute avec les tripes, je dirais, à ce moment-là. je comprends. Merci beaucoup, Romaric. Où c'est qu'on peut vous joindre? Vous êtes pas sur les Mmh, réseaux sociaux, mais est-ce qu'on peut vous joindre, on peut vous contacter, vous questionner? Est-ce que vous êtes me ouvert à ce questionner, alors, bah, j'essaye de répondre à mes mails, enfin mon assistante me dit: «Tiens, ce mail-là, ce serait bien que tu y répondes». La personne a l'air d'être très intéressée.
Donc j'ai un mail, c'est romaric.perrochot @nantes-métropole tout collé .com. Voilà, .com ou .fr. Vous allez retrouver ça pour le dire comme il faut à la radio, enfin dans le podcast. Ouais, Je le .fr, noterai. j'ai un doute. J'ai un Euh, doute. Moi, il y a une adresse mail. Voilà, si on m'envoie un mail et qu'on est passionné de plantes, oui, je vais répondre quand même. Bon, super. Merci en tout cas, encore une fois pour cet échange et le temps que vous nous avez consacré. Et à bientôt. Merci, Romaric. Eh ben ça marche. Merci, à bientôt. Venez à Nantes dès que vous voulez, quand vous voulez. Je vous accueille. On fait un tour ensemble dans les jardins nantais. Génial, avec plaisir. À bientôt. Eh ben à bientôt. Merci. Au revoir, Hicham. Au revoir. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser des étoiles, 5 de préférence sur votre plateforme d'écoute préférée. Enfin, afin de ne rater aucun épisode, inscrivez-vous à notre newsletter, newsletter.delegreen.fr. Prenez soin de vous.